Il est chargé de mission à la Fondation La Main à la Pâte sur le projet des Maisons pour la Science. Et donc, c'est un chercheur très engagé dans la médiation scientifique. Il vous parlera bien sûr d'Images des maths, dont il est donc membre du comité de rédaction. Je dirais que c'est le premier, pas seulement par ordre alphabétique, puisqu'il a vraiment participé à la fondation d'Images des maths. Il est également co-auteur de films, les films Dimension et Chaos. Donc, le film Dimension a reçu le prix d'Alembert en 2010. Le film Chaos est paru en 2013 et également très très intéressant. Il est membre du conseil d'orientation du consortium CapMath qui finance pas mal d'actions de diffusion des mathématiques. Il dirige également la collection Voyage en mathématiques aux éditions du Pommier, dans laquelle 2 ouvrages sont parus à ce jour. Donc vous voyez l'ampleur de ses actions. Et il va vous parler donc en particulier de l'une d'entre elles, qui est Images des maths. Donc, bon, mais merci Christine pour cette présentation. Donc vous avez entendu parler il y a quelques minutes d'Interstice, qui est une revue sur les sciences du numérique. Donc je vais vous parler d'Images des mathématiques, qui est en quelque sorte la petite sœur d'Interstice, puisqu'elle est plus récente, elle a environ 5 ans. Depuis 5 ans, elle est sur Internet. Avant, c'était une revue papier, mais qui était peu diffusée, qui ne sortait pas guère des laboratoires. Donc depuis 5 ans, l'ambition, c'est de s'adresser à un public beaucoup plus large, un public d'étudiants, un public d'enseignants, un public tout public. Disons que je vais vous expliquer un peu ce qu'on trouve dans cette revue et vous verrez qu'on essaye de s'adresser à un public aussi large que possible. Donc tout d'abord, dans cette revue, vous voyez, je vous fais voir un petit peu la page d'accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les articles sont écrits par des chercheurs. Donc des chercheurs essentiellement en mathématiques. Et le principe de la revue est calqué, est copié du modèle des revues scientifiques. Donc quand un chercheur a écrit un travail scientifique, il l'envoie à une revue. Cette revue, ensuite l'article est récupéré par un éditeur qui va examiner l'article et qui va ensuite le proposer à ce qu'on appelle des référies, c'est-à-dire en fait d'autres mathématiciens qui vont écrire un rapport sur l'article, et ensuite l'éditeur va récupérer ces rapports et ensuite va statuer sur le fait de publier ou pas l'article dans la revue si les rapports sont bons, et éventuellement suggérer à l'auteur des améliorations. Eh bien, le principe de cette revue, c'est la même chose. Donc, Images des mathématiques, ce n'est pas un blog de mathématiciens, c'est véritablement une revue où les collègues soumettent des articles. Ces articles sont examinés par le comité de rédaction. Donc, vous voyez que si vous descendez par ici, par exemple, notre équipe, vous verrez que ce comité de rédaction contient un grand nombre de personnes, disons une vingtaine pour la partie principale du comité de rédaction. Et ce qui se passe, c'est qu'un des membres du comité de rédaction s'empare de l'article, principalement parce que l'article est destiné à une rubrique du journal. Je vais vous présenter ça, il y a plusieurs rubriques. Et puis ensuite est créé à l'intérieur du site un forum interne et privé sur lequel l'auteur va discuter, va papoter avec 5 ou 6 ou 7 relecteurs. Donc ce sont nos référies à nous. Donc qui peut être relecteur sur Images des maths? Eh bien absolument tout le monde. Il suffit de s'inscrire sur la page d'accueil du site. Vous voyez, il y a un petit bouton là, ici, s'inscrire. Vous inscrivez ici et vous demandez à devenir relecteur. Vous répondez éventuellement à 2-3 questions pour qu'on connaisse un petit peu mieux votre profil. Et puis maintenant, à chaque fois qu'un chercheur soumettra un article, il se retrouve dans ce forum et discute avec ses 5 à 7 relecteurs qui disent je comprends pas ce que vous dites à telle ligne, ou alors c'est très bien, mais est-ce que vous pourriez faire ceci ou cela pour mieux expliquer, etc. Donc ces gens-là discutent pendant en général 3 semaines et sous la bienveillance de l'éditeur.
Et l'auteur essaye de prendre en compte les idées d'amélioration qui sont fournies par ce public. Donc encore une fois, ces relecteurs, ça va être très large. On peut trouver un collègue, on peut trouver des collègues, mais on peut trouver des étudiants, on peut trouver un peu n'importe qui. Il y a une équipe qui s'occupe de la relecture et qui a à charge de proposer des relecteurs assez variés pour chaque article. Et puis en général, le processus converge et au bout de 3-4 semaines, l'éditeur dit c'est bon, c'est terminé et maintenant l'article va être publié en ligne. Donc c'est ce qui se passe et l'article est publié dans une des rubriques du site. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de rubriques. Rapidement, pour citer les principales, il y a une rubrique écho de la recherche par exemple, où il s'agit plus d'articles directement en lien avec la recherche. Et vous avez une rubrique sur l'histoire des maths, vous avez une rubrique portrait, vous avez une rubrique café des maths, parce qu'on sait que les mathématiciens passent beaucoup de temps devant les machines à café, donc pour papoter, donc et cette rubrique est faite pour ça. Vous avez mathématiques ailleurs, etc., etc., le podcast de la semaine. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre de rubriques et des récentes également en sortant de l'école, là où on va trouver tout un tas de petites énigmes, petits casse-têtes à résoudre. Ça, c'était un petit peu le principe et le fonctionnement général de la revue. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que chaque article, pour aider un petit peu le relecteur, aider les lecteurs de la revue, eh bien, vous voyez qu'il y a une couleur ici. Et donc le fonctionnement est un peu comme au ski, il y a plusieurs sortes de pistes. Il y a des pistes vertes, bleues, rouges, noires. Et puis il y a aussi quelques hors-pistes pour les collègues qui dérapent. Et donc l'idée c'est que piste verte c'est absolument lisible par tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de maths, essentiellement savoir ces règles, disons ces règles d'addition, de multiplication, des choses très élémentaires de l'école primaire. Et puis vous avez la piste bleue qui s'adresse à un niveau collégien. Il faut savoir ce que c'est qu'un triangle, éventuellement le théorème de Pythagore, des choses comme ceci. Piste rouge, là on arrive à un niveau, d'une terminale scientifique, où on a le droit de parler de choses plus savantes, comme le calcul différentiel. Et puis ensuite, piste noire, eh bien, ma foi, c'est les 2 premières années d'université, et puis hors piste, c'est hors piste. D'accord, donc notre but c'est d'écrire des pistes vertes, mais c'est pas toujours possible et c'est pas toujours facile, donc on essaye de faire ce qu'on peut. Il y a une autre partie du site, donc ça c'est vraiment la partie, vous voyez sur la partie droite où vous avez tous les articles récents qui ont été publiés, et il y a une autre partie du site là sur la partie gauche qui elle reprend le fonctionnement des blogs. Donc on a intitulé ça des billets. Donc on a un certain nombre de collègues qui sont billettistes. Donc on a la liste toujours sur cette page Notre équipe. Si vous descendez en bas, vous avez une liste de billettistes. Vous voyez, ils sont là. Et donc ça, ce sont des collègues mathématiciens et en fait, ils ont le droit d'écrire autant de billets qu'ils le souhaitent. Et surtout, quand ils écrivent un billet, il n'y a strictement aucune relecture. Enfin, il y a simplement une relecture rapide orthographique si on veut, mais ils ont le droit de dire absolument ce qu'ils veulent. Donc c'est un blog vraiment ouvert. Donc ils ont le droit par exemple de dire ce matin j'ai écouté le ministre raconter des âneries à la radio. D'accord ? Et donc ils s'en privent pas. Et donc ça permet de papoter sur des sujets autour des mathématiques. Et ce que je voudrais rajouter également, c'est qu'évidemment quand vous prenez un article n'importe lequel, par exemple celui-ci, puisqu'on parlait de sciences du numérique, où il s'agit d'expliquer la notion d'algorithme, eh bien à la fin de l'article, ou plutôt en haut, il y a évidemment moyen de déposer des commentaires, d'accord ? Donc là l'article est tout récent, donc il n'y a qu'un seul commentaire, mais en général disons que c'est quelque chose que je regrette, mais qu'on regrette tous ensemble, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. D'accord, en général, c'est de l'ordre maximum de la dizaine, mais tout le monde a le droit de déposer un commentaire. Il suffit simplement, encore une fois, d'être inscrit sur le site. Donc, nous sommes preneurs de toutes bonnes idées pour essayer d'avoir un public plus large qui lise, mais surtout un public qui participe.
D'accord ? Donc on est très fiers de ce fonctionnement participatif du site, puisque vous pouvez être lecteur et travailler en interne à la conception des articles, mais ensuite sur la partie publique, il n'y a pas grand monde. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, on a environ 400 relecteurs, d'accord, qui viennent un peu de tous horizons, et qui participent donc collectivement à l'élaboration des articles. Voilà, donc je vais répondre à toutes vos questions, mais simplement pour terminer, pour vous dire que donc Images des maths, donc ça a 5 ans désormais, donc c'est un gros travail tous ensemble. Je veux dire, vous avez vu qu'il y a un gros comité de rédaction, donc il faut beaucoup de monde pour faire tourner ça. Il y a beaucoup de rubriques. Les rubriques fonctionnent plus ou moins de manière indépendante. Et juste un dernier mot pour vous dire que le site tel que vous le voyez, il est en cours d'être, il aura bientôt un nouveau design, donc on travaille là-dessus. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Je vais bien répondre à vos questions, si vous en avez. Merci. On va commencer par une question sur Twitter. Quelle est la proportion de pistes vertes, bleues et rouges et noires, etc. Donc là, je vais répondre au pif parce que je ne sais pas si je ne crois pas qu'on ait d'outils comme ça sur le site qui permettent de répondre, mais j'aurais envie de dire qu'il y a 50% d'articles verts, et puis ensuite, ça se répartit à peu près de manière égale, quoi. Disons que de vert bleu, je dirais que vert bleu, ça représente 60% du site. Merci. C'était une question posée par Antoine Rousseau, donc sur Twitter. D'autres questions ? Grégoire Allaire. Oui, j'ai une question du même genre de statistique. Est-ce qu'on sait qui sont les lecteurs ? Est-ce qu'on sait Alors, des jeunes, des moins jeunes ? À vrai dire, donc pour mieux effectivement connaître notre public, il y a 3 ans maintenant, on avait fait une enquête. Je vais vous la retrouver tout de suite. Mais vous savez comme moi que sur Internet, les choses évoluent très vite. Donc cette enquête, elle a 3 ans, mais il faudrait la refaire. Mais vous voyez, il y a un article qui s'appelle « Enquête Images des maths, résultats ». Donc vous le retrouverez facilement. Donc il faut savoir qu'on a environ aujourd'hui 2000 à 2500 connexions quotidiennes. Et puis vous voyez, à l'époque, on avait réussi à faire ce camembert là. Donc en bleu, en bleu là, les 43%, ce sont des, vous voyez, enseignants au collège. Et puis et la partie rouge en bas, profession intermédiaire. Ah pardon, en bleu, pardon, les 43%, ce sont des collègues, excusez-moi. C'est enseignants-chercheurs supérieurs, d'accord ? Ce bleu de 43%. Donc il y a presque la moitié qui sont des collègues. Et puis ensuite, vous voyez que ça se répartit de manière presque égale, ou je sais pas, autour de 12% dans ces catégories-là qui sont enseignants, profession, voilà. Enfin, je vous laisse regarder ce camembert, mais encore une fois, cette enquête, elle a déjà 3 ans et les choses ont beaucoup évolué, parce que quand on l'a faite, la revue était jeune. Cette enquête mériterait d'être faite. Chiazis, merci pour votre présentation. Petite question concernant la rapidité en fait de publication, puisque depuis ce matin on parle vraiment de la connectivité, de la rapidité de publication des billets, et vous parlez justement de mettre en place des filtres, et vous avez des comités de rédaction. Est-ce que vous pourriez plus nous parler de la façon dont on publie en fait sur votre comme j'ai essayé de le dire, il y a 2 sortes de choses. Il y a les billets et les articles. Donc les billets, ils sont publiés instantanément, c'est-à-dire le lendemain ou 2 jours après, puisqu'il n'y a aucun filtre, si ce n'est, je vous dis, une relecture très rapide. Maintenant, les articles, il y a effectivement un long processus qui converge au bout de, disons, entre 3 et 6 semaines. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les articles d'Images des maths, la plupart d'entre eux, ce ne sont pas des articles que vous pourrez lire en 3 minutes. D'accord ? Ça demande de s'asseoir
à sa table, bien confortablement, et d'avoir une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure à y consacrer. Ce sont des articles qui sont exigeants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont illisibles, puisqu'on travaille à ce qu'ils soient aussi faciles d'accès que possible. Mais même un article en piste verte ne se lit pas en 2 minutes. C'est pas parce que c'est vert que ça demande, c'est exigeant, ça demande du travail. Donc ces articles sont exigeants, c'est un fait, et c'est le corollaire, ou c'est lié en tout cas au fait qu'il y a eu un long processus de maturation. Les chercheurs ou les gens qui ont écrit ont mis du temps à les écrire, ils les ont pas écrits en 5 minutes, et derrière, je vous dis, il y a ce long travail d'élaboration. Donc Images des maths, c'est un peu un choix du comité éditorial, c'est que c'est un peu presque en opposition avec l'instantanéité de beaucoup d'autres sites. D'accord, c'est ok. Et la collection ouais. d'ouvrages que tu publies aussi est liée aussi à Images des maths. On y retrouve beaucoup d'auteurs. Est-ce que tu peux en parler exactement. un Donc c'est lié à ce qu'on a vu dans l'exposé qui précédent sur cette histoire de fracture numérique. Donc ce qui se passe, c'est que au tout départ, je vous ai dit, à Images des maths, il y a 10 ans, c'était une revue papier, mais extrêmement confidentielle. Donc ensuite, c'est venu sur le terrain du numérique, mais certains d'entre nous dans le comité regrettaient que, si vous voulez, une fois que l'article, il y a beaucoup de choses qui sont publiées sur Images des maths, donc les articles tombent ensuite un peu dans les tréfonds du site, et à part les gens qui savent, qui connaissent vraiment les choses, c'est difficile de les retrouver. Donc on travaille avec cette nouvelle version du site justement à de meilleurs outils pour retrouver les choses qui tombent dans le fond. Mais cela dit, on a pensé que ça serait chouette de temps en temps de sortir un petit livre qui reprendrait un certain nombre d'articles sur des thématiques fixées. Donc c'est ce qu'on a commencé l'an passé. Donc on a décidé de lancer ça sous une forme de collection avec les éditions Le Pommier. Donc il y a 2 premiers ouvrages qui ressemblent à ceux-ci, qui sont sortis à l'automne. Il y en a un autour des systèmes dynamiques avec Poincaré, et celui qui est là, qui est autour de géométrie topologie avec Thurston. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire 2 livres comme ceci, avec les éditions Le Pommier, donc 2 livres par an. Chacun de ces livres reprend une dizaine d'articles qui ont été publiés sur le site, et donc on les trouve en librairie. Donc ça permet de garder un contact avec le papier et d'avoir le plaisir quand même de toucher des livres. Comme les livres viennent juste de sortir, j'ai strictement aucun retour sur si on a touché un autre public. D'accord ? On m'a promis des retours pour la fin du mois de janvier. D'accord ? Donc là, on saura si ça permet de toucher un public différent du public qu'on touche actuellement sur Internet. Bonjour, Marie Chauvier de l'Institut Henri Poincaré. Pourquoi ne pas ouvrir justement le dépôt d'articles à des personnes qui ne seraient pas des chercheurs, des mathématiciens, c'est-à-dire au grand public, pour l'impliquer plus et justement permettre un peu plus de dynamisme? Et un autre constat que je fais, c'est que la fracture numérique me semble aussi être accompagnée d'une fracture de genre, puisqu'il y a 87% du lectorat qui sont des hommes. Enfin bon, ça, cela dit, c'est une autre discussion. Ouais, non, mais c'est une discussion non seulement très intéressante, mais qu'on se pose tous les jours. Il y a effectivement le lectorat qui est très masculin, mais il y a surtout les écrivains qui sont très masculins. Mais ça, c'est aussi lié au fait que notre communauté est très masculine. D'accord ? Donc on y travaille, on fait des efforts, on est sensible à ça, et c'est pas du tout une question qu'on met de côté. D'accord ? Le comité de rédaction, si vous regardez, il y a un certain nombre de femmes impliquées, et dans nos billettistes aussi, on fait le maximum, quoi. Et pour répondre à la première question, l'idée, c'est vraiment que Images des maths, c'est comme une revue scientifique. Donc c'est des scientifiques qui publient dedans, et ce qu'on pense, c'est qu'il y a la place ailleurs sur Internet pour le public pour s'exprimer. Mais le public peut s'exprimer dans les commentaires, d'accord ? Mais
il peut pas écrire un article tout simplement parce qu'il y aura certainement pas le recul scientifique qu'il faut. C'est-à-dire que il suffit pas juste d'avoir entendu parler d'un sujet pour pouvoir écrire un article de maths sur le sujet. Il faut avoir un minimum d'expertise. Et cette expertise, les chercheurs l'ont. Il y a bien sûr peut-être des personnes dans le grand public qui l'ont, mais c'est pas sur Images des maths qu'elles pourront publier. En tout cas, c'est pas ça le point de vue du comité de rédaction pour l'instant. Moi, je voulais rajouter, aller dans le sens de la question, puisque de toute façon, comme vous avez un comité éditorial, je ne vois pas pourquoi vous fermez la porte aux autres, puisque vous, de toute façon, vous évaluez. Les grandes revues scientifiques n'interdisent pas aux non-chercheurs d'envoyer des articles. Ils ne seront juste pas retenus. Il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucune obligation pour Nature, Science, Cell, Lancet ou autre d'être scientifique ou chercheur ou d'être en poste. Oui, c'est pas faux. En même temps, je pense que si on ouvrait, ça changerait pas grand-chose. Mais bon, je sais pas. Il y a eu une initiative, pas parallèle, mais l'an dernier, qui était le blog Maths de la planète Terre, avec un choix éditorial qui était très différent, puisqu'il s'agissait de publier des trucs extrêmement courts, non techniques, et tout ça. Et bon, je sais qu'il y a eu des discussions pour savoir si c'était un mode d'expression acceptable. Alors, est-ce que tu pourrais un tout petit peu commenter sur la différence entre ces articles longs, très élaborés, très réfléchis, très complets, qu'il faut une demi-heure ou 45 minutes en étant confortablement installé pour lire, et d'autre part, ce format-là? Je peux commenter. Donc l'année dernière, il y a eu cette grande initiative des mathématiques de la planète Terre. Donc à cette initiative, ce site de blog a répondu, ce site de brève. Donc chaque jour a été publié une brève. Et une brève, vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est relativement court, c'est-à-dire que typiquement, c'est lu, on peut le lire en moins de 10 minutes, mais enfin même en moins de 5 minutes. D'accord, c'est relativement court. Donc là, il s'agissait vraiment d'un travail, à mon avis, de communication où les chercheurs, parce que là encore une fois, ce sont essentiellement des chercheurs qui ont écrit, communiquent sur un sujet, montrent comment les mathématiques sont présentes dans un sujet peut-être inattendu. D'accord, donc ça c'est un moyen de communiquer, mais sur Images des maths, on communique pas de cette façon-là, on écrit, d'accord, des articles dans le même état d'esprit que quand on écrit un article de recherche. Et on s'aperçoit, beaucoup de collègues qui s'y frottent s'aperçoivent que c'est un travail difficile et exigeant d'écrire un article pour un public déterminé qui n'est pas le public habituel de chercheurs. Donc c'est très exigeant et vous avez tout un tas de collègues qui se cassent la pipe, c'est-à-dire qui commencent un article et qui ne le finissent pas, ou qui partent en piste vert et qui dérapent en hors-piste. D'accord, donc c'est deux choses différentes, ce site de brève et de blog et un site comme Images des mathématiques. Mais les deux sont complémentaires. Les articles sur Planète Terre étaient aussi référés ou bien? Non. Si, il y avait un comité de rédaction, d'accord. Ils étaient, parce qu'il y a un comité de rédaction qui est ici là. Donc oui, ils étaient référés, oui. Oui. Voyez, là. En général, les mathématiciens sont sensibles à l'évaluation. D'accord ? Donc, en général, un mathématicien quand on lui pose une question, il prend le temps d'y réfléchir, etc. Et donc, il est sensible aussi à cette évaluation. Donc, c'est pas du tout étonnant que ce principe auquel est attaché, on le retrouve sur ces sites-là. Oui, moi j'ai juste une petite question. Quand vous dites piste verte accessible à tout public, est-ce que vous faites lire avant de donner cette appellation piste verte vraiment à votre voisin? Quand vous dites niveau collégien, est-ce que vous faites lire vraiment à un collégien et est-ce qu'il faut qu'il ait compris pour que ça ait ce label?
Donc, comme je vous l'ai dit, les articles, avant d'arriver au stade de la publication, ils sont dans ce forum de relecture, où normalement, dans ces 7 relecteurs, il y a peut-être un collégien ou... d'accord. Donc, pour mettre la couleur de la piste, l'avis des relecteurs est très important. Mais effectivement... il y a certainement des articles où on se trompe, on pense que c'est vert et puis c'est déjà vert foncé, quoi. Ça c'est, on essaye d'être très vigilant, on fait attention. On a si vous voulez, il y a un cahier des charges que vous trouverez là sur le site où on donne la définition de ce que c'est que la piste verte, d'accord. Donc on essaye de suivre scrupuleusement cette définition, mais on a des retours. On a par exemple dans le comité éditorial, on a des collègues qui sont enseignants par exemple en maths sup et ils disent que les articles pistes noires ou même certains pistes rouges sont déjà très difficiles pour leurs étudiants, d'accord. Mais on a fait beaucoup de progrès, c'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans je pense qu'on écrivait des choses beaucoup plus dures et on progresse dans notre façon d'écrire. Encore une fois, écrire un article pour le grand public, entre guillemets, enfin un public qui n'est pas de chercheur, c'est un travail difficile. Et donc, il suffit pas d'en écrire un, il faut en écrire plein. Et on devient, si je puis dire, de meilleur. On devient meilleur. Il faut s'entraîner. Juste un petit mot, une réponse de Maths Planétaire. Donc, chaque article est bien relu par au moins 2 relecteurs et un 3e pour trancher quand c'est nécessaire. Je voulais savoir si les articles étaient disponibles uniquement en français. Oui, donc le site est entièrement français. Il y a une initiative qui vient du côté allemand, Andreas Daniel Math, qui travaille à une sorte d'image des maths au niveau européen. Et en fait, parmi les idées qu'il a, une de ces idées, c'est de prendre certains des articles d'Image des maths et de les traduire. D'accord ? On les traduit brutalement. Donc il y a 1 ou 2 articles qui sont partis en traduction et qui existent maintenant en italien et en anglais sur ce grand portail des mathématiques européennes qui s'appelle Mathematics in Europe. On va peut-être prendre une dernière question avant la pause. Oui, je voulais savoir si vous avez eu des contacts avec le corps enseignant, que ça aille de la primaire au secondaire, ce qui a eu des enseignants qui étaient intéressés justement par des sujets qui sont proposés sur votre site, et puis impliquer leur classe, ou est-ce que vous avez eu ce genre d'interaction? On a eu une initiative assez sympa qui s'appelle le concours. On a un concours de bande dessinée, d'accord, dont Nadège Arnaud qui est ici s'occupe. Ce concours de bande dessinée, on donne un thème chaque année, et puis il s'agit de dessiner en 1 ou 2 planches une bande dessinée sur ce thème. Et on a constaté qu'il y a certains enseignants qui impliquent leur classe, d'accord, et ils travaillent tous ensemble sur cette thématique. Donc ça, c'est une des façons qui nous permet de toucher des enseignants, mais après on n'a pas d'initiative en particulier vers les enseignants. Il y a un certain nombre d'enseignants, comme vous l'avez vu dans le camembert, qui sont avec nous. On en a un certain nombre dans les relecteurs. On aimerait en voir plus, mais je ne saurais pas mieux répondre à cette question. Ok, donc merci encore une fois Aurélien, et puis ça sera la pause.